Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire sur l'Argentine. On est ravis de vous avoir avec nous pour cette petite introduction de l'Argentine. Le webinaire va durer environ 1 heure. On vous demandera de garder vos micros éteints et vous pouvez poser vos questions en anglais et espagnol sur le chat commun et on y répondra à la fin de la présentation, bien sûr. Pour ceux qui ne pourront pas assister à toute la présentation, on mettra le lien sur notre page YouTube dès que possible. Alors, donc on est déjà ravis d'avoir plusieurs de nos clients avec nous aujourd'hui. Certains nous connaissent déjà, d'autres ne nous connaissent pas. Donc, je vais vous faire une petite présentation de Retour, qui est une DMC basée en Argentine. Voilà, donc Retour a maintenant 66 ans. Nous avons 4 bureaux locaux en Argentine. La maison mère située à Buenos Aires avec 2 bureaux. Un bureau dans le nord-ouest à Salta et 2 bureaux en Patagonie à El Calafate et Ushuaia. On est très très fiers d'avoir nos bureaux dans toute l'Argentine car cela nous permet bien évidemment d'offrir un service beaucoup plus approfondi et particulier pour nos clients et nos passagers sur place. Voilà. Donc voici une photo de nous devant le El Obelisco, l'emblème de Buenos Aires. C'est l'équipe Retour de l'année dernière. Donc, l'Argentine est un très grand pays, comme vous savez, avec énormément de climats différents et de paysages très différents. La surface fait quasiment 3 millions de kilomètres carrés et la langue officielle est l'espagnol. Donc, je vous ai mis une carte sur la droite de l'Argentine qui vous représente avec des couleurs différentes les différents climats pour que vous vous rendiez bien compte de la différence qu'offre le territoire argentin. Donc, voici une carte de l'Argentine collée à une carte de l'Europe, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'immensité de ce territoire. Alors, attendez, j'arrive pas. Voilà. Donc, l'Argentine est un pays très divers, avec énormément de contrastes. C'est une destination touristique culturelle et historique, mais également parfaite pour les touristes cherchant à être dépaysés. Il y a énormément de vie sauvage et des écosystèmes fantastiques avec des paysages magnifiques à regarder tout au long du territoire argentin. C'est une destination d'aventure également, avec plusieurs sommets emblématiques et beaucoup d'activités d'expédition actives, du ski, randonnée, kayak, etc. Et c'est également, bien sûr, un aspect culturel dont nous sommes très fiers, une destination gastronomique et viticole mondialement connue. Voilà. Donc, je vais commencer la présentation par Buenos Aires qui est la capitale de l'Argentine, donc qui est également la porte d'entrée pour visiter l'Argentine. Vous trouverez ici les compagnies qui ont des vols directs avec Buenos Aires depuis l'Europe ou depuis l'Amérique du Nord. Buenos Aires a 2 aéroports, l'aéroport international d'Ezeiza qui reçoit tous les vols internationaux et l'aéroport Aeroparque qui se situe dans le centre-ville à 15 minutes des hôtels centraux qui est plutôt pour les vols nationaux. Voilà. Donc, comme je le disais, Buenos Aires est la capitale de l'Argentine, étant sa ville principale. C'est la porte d'entrée de l'Argentine pour visiter le reste du continent. C'est une ville qui offre 4 saisons et donc qui est visitable toute l'année. L'hiver, nous sommes à la fin de l'hiver, par exemple, à Buenos Aires en ce moment, avec des températures froides, mais quasiment jamais négatives et pas de neige. Voilà. Et Buenos Aires est très bien connecté au reste des capitales d'Amérique du Sud, le Brésil, Chili, Pérou, Bolivie, etc.
En arrivant à Buenos Aires, c'est une excellente introduction à l'Argentine. Cela leur permet aux passagers de découvrir la culture argentine et d'avoir un aperçu. C'est une destination culturelle, historique, avec énormément de musées et d'œuvres architecturales. C'est une destination gastronomique et bien sûr sportive pour les passagers un peu plus aventuriers. On recommande en général de rester 2 à 3 nuits minimum, au moins 1 ou 2 nuits à l'arrivée et 1 nuit à la fin du séjour. Et c'est une destination qui se visite toute l'année. Voilà. Donc, les visites principales à Buenos Aires. Je vais vous faire, comme l'Argentine est un très grand pays, je vais vous faire une présentation des excursions principales de chaque destination. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur certaines destinations que je n'aurais pas eu le temps de présenter parce que trop spécifiques ou des excursions un peu plus spécifiques sur chaque destination, n'hésitez pas à nous contacter par mail et on vous fera une présentation personnalisée à ce moment-là. Donc, les excursions principales à Buenos Aires, bien sûr, c'est la visite de la ville, ce qu'on appelle le City Tour. Elle peut se décupler selon différentes modalités, le plus classique étant à la demi-journée ou journée complète, et cela peut se faire en service régulier ou privé, les deux francophones. Donc, ce qu'on visite durant la visite de la ville sera en premier les quartiers sud de Buenos Aires, qui sont les quartiers qui ont été investis par les premiers colons. Donc, le Caminito, la Boca, qui est un quartier en ancien port où étaient arrivés les migrants et se sont installés. Ensuite, on continue à la Casa Rosada, donc la Maison Rose, qui est le palais présidentiel au centre-ville, avec une visite de la Plaza de Mayo. On voit la Casa Rosada à la fin de la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo est un centre historique très important pour Buenos Aires. El Obelisco, qui est situé sur l'avenue 9 de Julio, qui est une des avenues les plus grandes au monde. El Obelisco c'est un emblème de Buenos Aires très important. Le Théâtre Colón, qui est connu pour avoir la meilleure acoustique au monde. Le Congrès de Buenos Aires. Et ensuite, on passe au quartier de Puerto Madero, qui est un quartier récemment rénové, très chic, avec beaucoup de restaurants, où on recommande en général aux clients de dîner le soir au bord de l'eau avec de belles luminosités. Et on finit la visite par le quartier de la Recoleta, qui est un quartier aristocratique, où on a des très belles résidences, et le fameux cimetière de la Recoleta, où est enterré Eva Perón. Voilà. Ça, c'est une sculpture située dans le parc de la Recoleta qui s'appelle Floralis. Ensuite, une autre excursion classique de Buenos Aires serait une demi-journée ou une journée entière à Tigre. Tigre est une petite ville située au nord de Buenos Aires et qui change complètement de panorama par rapport à la ville de Buenos Aires. C'est une ville où souvent les habitants de Buenos Aires viennent passer le week-end pour se dépayser et prendre un peu le frais et l'air durant l'été. Donc, c'est une excursion qui se fait à la demi-journée ou à la journée complète, qui comprend toujours une petite croisière sur le delta. Voilà. Un exemple des bateaux qui circulent sur les deltas. Et Tigre est fait de façon à ce qu'il y ait plein de différentes îles, avec certaines avec des restaurants, la plupart avec des habitations. Et en bateau, on visite les différentes îles et on apprend un peu plus sur le mode de vie des isleños, les gens qui habitent dans les îles de Tigre. Voilà. Et enfin, une autre visite très classique de Buenos Aires, c'est ce qu'on appelle la Fiesta Gaucha. Donc, c'est une journée à la campagne pour visiter les différentes estancias qui se trouvent aux alentours de Buenos Aires. Donc, c'est un aperçu du mode de vie gaucho, les gauchos étant l'équivalent des cow-boys argentins. C'est ceux qui cultivent aussi bien la terre et qui font l'élevage de chevaux, de vaches en général. Donc, en faisant une visite dans une estancia touristique, vous découvrirez un peu le mode de vie et la manière historique dont les gauchos se sont installés en Argentine. Ça comprend toujours un asado, donc le fameux barbecue argentin, ou une promenade à cheval ou en calèche. Les estancias en général ont des piscines, des terrains de foot où les gens peuvent jouer, et il y a différentes activités différentes aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Voilà. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une démonstration de prouesse gaucha. Et par exemple, une photo de l'estancia La Bamba, qui est une estancia haut de gamme dans les alentours de Buenos Aires.
Et ensuite, le soir, nous recommandons de faire au moins un dîner-spectacle de tango. Nous avons différentes maisons de tango, ce qu'on appelle les tanguerias, de différents styles, certaines plus modernes, d'autres plus classiques. Ça comprend toujours un dîner et ensuite le spectacle de tango. L'avantage d'inclure le dîner, c'est que les clients pourront déguster les spécialités argentines qui sont comprises dans les dîners et ensuite profitent d'un dîner-spectacle de tango de 1 à 2 heures. Voilà, donc quelques exemples de maisons de tango. Ici, c'est une photo d'un joueur de bandoneón qui est l'accordéon argentin du Querandí. C'est une maison de tango très connue à Buenos Aires. Ici, c'est une photo de Gala Tango, qui est une tangueria de haut de gamme de Buenos Aires. Et Rojo Tango, qui est également très connue, maison de tango très haut de gamme à Buenos Aires. Voilà. Alors, Buenos Aires, bien sûr, offre plein d'autres types de visites et d'excursions. Nous avons beaucoup à offrir au niveau du football. C'est une des grandes passions argentines, mais également au niveau du tango. En dehors des dîners-spectacles, nous proposons d'emmener les passagers à la finale de tango qui a lieu chaque année en août. Les milongas, qui sont les cabarets où se danse le tango par les locaux. Il y a également énormément de représentations de polo, qui tous les ans, il y a la finale de polo à Buenos Aires en novembre. Et il y a des courses hippiques, bien sûr, dans les terrains de Palermo. Voilà, c'est une destination très traditionnelle et qui a une offre gastronomique très développée avec plusieurs cours de cuisine. Nous avons développé des excursions et des visites qui passent de pizzeria en parrilla. Les parrillas sont les asados typiques argentins. La fabrication d'empanadas, l'apprentissage du maté. Le maté, c'est la boisson typique argentine qui ressemble un peu à un thé. Ce sont le maté, c'est ce que vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche. Les Argentins le boivent tout le temps, à toute heure, et c'est un outil de partage. Souvent, les gens le partageaient avant les restrictions imposées par le Covid. Voilà. Également, Buenos Aires a beaucoup, architecturalement, a beaucoup à offrir. Par exemple, en haut à gauche, vous avez le Palacio Balorro, qui est magnifique. Nous organisons des visites guidées, ou alors encore la Torre Los Ingleses. L'ambassade de France à Buenos Aires est classée et c'est un palais superbe. La librairie El Ateneo, qui est très belle, qui est située dans un ancien théâtre et qui a été classée une des plus belles librairies au monde par le magazine Times. Ou encore le fameux Teatro Colón que les passagers peuvent visiter, ou encore aller voir une pièce d'opéra ou de théâtre à l'intérieur. Voilà. Donc, comme vous voyez, Buenos Aires, c'est très, très divers et s'adapte à toutes les demandes touristiques, aussi bien culturelles, historiques que d'aventure ou aux plus classiques visites de la ville. Je vais passer maintenant à Iguaçu. Iguaçu se situe dans le nord-est de l'Argentine, à la frontière avec le Brésil et le Paraguay. Il est très connu, Iguaçu, pour les chutes d'Iguaçu, qui sont très très belles et gigantesques. Ce sont parmi les plus grandes chutes d'eau au monde. Donc, comment rejoindre Iguaçu? Il y a deux possibilités. Il y a le village argentin qui s'appelle Puerto Iguaçu et qui a un aéroport avec plusieurs vols journaliers depuis Buenos Aires, Salta, Cordoba et Mendoza. Ou encore depuis le côté brésilien avec le village qui s'appelle Foz de Iguaçu et qui a également un aéroport qui est directement lié à São Paulo, Rio de Janeiro et Lima. Voilà. Il est courant que les passagers arrivent par le Brésil ou repartent par le Brésil, donc avec des combinés Argentine-Brésil. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est la frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. C'est un climat chaud et tropical qui permet de le visiter toute l'année. Et ça a une excellente connexion avec les destinations principales d'Argentine, du Brésil et du Pérou, étant une destination touristique principale d'Amérique du Sud. Les chutes d'Iguaçu sont séparées en deux parcs nationaux, un côté argentin et un côté brésilien, et ont été déclarés héritage mondial par l'UNESCO. Et une autre attraction touristique à Iguaçu, ce sont les ruines jésuites de San Ignacio, qui se situent au sud du village de Puerto Iguaçu. En général, nous recommandons 2 nuits minimum pour avoir le temps de visiter les deux côtés des chutes d'Iguaçu. Donc, je vous ai mis ici une carte représentant le parc brésilien et le parc argentin. Le parc brésilien étant à gauche, donc comme vous voyez, il est un peu moins étendu, mais il offre une vue très générale sur l'entièreté des chutes. Et à droite, vous trouverez le parc argentin avec ses 3 circuits, le circuit inférieur, le circuit supérieur et le circuit de la Gorge du Diable, qui est donc
le côté du parc argentin est beaucoup plus étendu et permet d'avoir une vue, enfin, vous marchez dans les chutes et vous êtes plus en connexion avec la nature de ce côté-là du parc. Donc, en général, on recommande de visiter les deux côtés quand il est possible, car les deux sont très complémentaires. Donc, les visites principales. La journée complète du côté argentin. Donc, vous trouverez les services en régulier et en privé francophone dans les deux possibilités. Voici une vue aérienne des chutes d'Iguassou. Donc, vous voyez en haut à droite, vous avez les passerelles des circuits de la Gorge du Diable, donc du côté argentin. Et ici, vous avez en bas à gauche le côté brésilien. Voilà. Ça, c'est une photo du circuit inférieur. Donc, comme son nom l'indique, on marche en dessous des chutes. Le circuit supérieur qui, lui, passe un peu au-dessus des chutes. Voilà une autre photo. Donc, on est un peu plus en immersion dans la nature. Et le circuit de la Gorge du Diable qui arrive au-dessus de la plus grande cataracte des chutes qui s'appelle Garganta del Diablo. Donc, voilà. Ici, vous avez une photo des Gorges du Diable. Donc, vous voyez, c'est assez impressionnant. Donc, une option qui peut se faire depuis le côté argentin, c'est la grande aventure. C'est une petite navigation de 2 heures avec un circuit de 1 heure dans la jungle en voiture et ensuite 1 heure de bateau qui s'approche au plus près des chutes. Voici quelques photos d'exemple. Vous voyez, il s'approche très proche des chutes. Voilà. Ensuite, ce qu'on recommande une fois qu'on a visité le côté argentin, c'est de faire une demi-journée du côté brésilien. Demi-journée car, comme vous avez vu, les circuits sont beaucoup plus courts, ce qui n'empêche que c'est très intéressant. Ça se fait en service régulier ou privé francophone. Et on le recommande en général, quand les passagers arrivent le matin en avion, ils peuvent le faire l'après-midi, ou alors ils le font le matin et ils repartent l'après-midi en avion. Voilà des photos du circuit du côté brésilien. Donc, comme vous voyez, on voit le côté argentin derrière. Et c'est un circuit qui se trouve aussi très proche des chutes, avec une vue très globale de toutes les chutes d'Iguassou. Du côté brésilien, on peut faire le survol en hélicoptère. C'est une option qui dure 15 minutes et qui se fait en privé exclusivement. Voilà. Et on peut également ajouter une option au parc des oiseaux, qui est un sanctuaire pour les oiseaux, qui réhabilite certaines espèces en danger local. Et ça se fait uniquement depuis le côté brésilien. Voilà. Donc, les ruines jésuites de San Ignacio, c'est une excursion qui se fait à la journée. Elles sont situées au sud d'Iguassou et c'est une excursion qui dure à peu près 10 heures. Elles peuvent se faire en service régulier ou privé francophone. Voilà. Je vais maintenant passer à la Patagonie. Donc, la Patagonie étant immense, je vais me concentrer sur 4 destinations uniquement. El Calafate étant la plus importante destination de la Patagonie argentine, où se trouve le glacier Perito Moreno. Voilà, donc El Calafate étant la terre des glaciers. Donc, comment rejoindre El Calafate? Depuis l'aéroport national d'El Calafate, vous avez des vols réguliers depuis Buenos Aires, Ushuaia, Bariloche et Puerto Madryn. Depuis Buenos Aires, c'est un vol d'environ 3 heures. Depuis Ushuaia, c'est un vol d'environ 1h30, 2 heures. Bariloche, 2 heures et Puerto Madryn, 2 heures. On peut également rejoindre El Calafate avec un bus régulier ou des transferts depuis Puerto Natales, qui est situé du côté chilien, ou le parc national Torres del Paine, qui est également situé du côté chilien. C'est une destination qui se combine très bien avec la Patagonie chilienne. Donc, c'est la destination phare de la Patagonie qui possède une excellente connexion avec le reste de la Patagonie argentine et la Patagonie chilienne. C'est le foyer du glacier Perito Moreno et des estancias Patagones qui sont différentes des estancias de Buenos Aires. C'est la destination idéale pour un tourisme actif et d'aventure, d'où sa proximité avec les Andes. Et c'est également la porte d'entrée à El Chaltén, qui est connue comme étant la capitale de la randonnée en Argentine et au parc national Torres del Paine au Chili. Cette destination a beaucoup à offrir. Nous recommandons un minimum de 2 à 3 nuits, voire plus. Et c'est une destination saisonnière. Le glacier Perito Moreno est visitable toute l'année, mais les estancias uniquement durant la haute saison, durant l'été, car le reste du temps, avec la neige et la glace, elles ne sont pas forcément accessibles. Donc, je vous ai mis les saisons. Donc, la haute saison à El Calafate est en été, c'est d'octobre à avril en général, et la basse saison de mai à septembre. Vous trouverez ici une carte de la région. Vous avez El Calafate en haut à droite et vous trouverez la route pour se rendre au glacier
ici, là où il est écrit restaurant, c'est de là que l'on peut observer le glacier. Et là se situent les passerelles du glacier Perito Moreno. Donc c'est une route qui dure environ 1 heure et demie pour se rendre jusqu'au glacier. Et donc vous avez également la carte des différentes petites navigations autour d'El Calafate. Voilà. Les visites principales à El Calafate. Donc, la journée complète au Perito Moreno, c'est la visite à faire et à ne pas louper quand on vient à El Calafate. Elle se fait à la journée complète. On peut également le faire à la demi-journée, mais on recommande en général d'y passer plus de temps. Elle se fait en service régulier et privé toute l'année, peu importe le climat. Les passerelles sont toujours accessibles. Voici quelques photos du glacier. Comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant et c'est un glacier, c'est un des seuls glaciers au monde qui avance naturellement. Là, c'est les passerelles du glacier, une partie en tout cas, et une photo de l'équipe de retour en éductour à El Calafate. Avec la journée au glacier, on recommande de prendre l'option du safari nautique. C'est une option qui dure 2 heures. Les passagers embarquent sur le bateau et vont jusqu'au mur sud du Perito Moreno. C'est une navigation qui peut se prendre même si le lendemain ils font une croisière sur les lacs, car ils ne verront pas la même chose. Et c'est assez intéressant car ils se rapprochent beaucoup plus près des murs du glacier. Voilà. Une alternative pour voir le Perito Moreno est le mini-trekking. C'est une journée complète où les passagers vont prendre le bateau, atteindre la moraine du mur sud du glacier et vont faire une randonnée sur glace d'environ 2 heures. Donc, ce n'est pas forcément exigeant au niveau physique, mais il y a des restrictions afin de limiter le nombre de participants. Et une autre alternative serait le Big Ice, qui là est plus exigeant, car ils vont passer 4h30, 5 heures à marcher sur la glace. Et ce sont des alternatives pour visiter le Perito Moreno de manière différente. Également, une excursion très originale, le Perito Moreno Kayak Experience, où ils vont faire du kayak devant le Perito Moreno. C'est une excursion à la demi-journée et le reste du temps, les passagers peuvent aller marcher sur les passerelles et voir l'autre partie du Perito Moreno. Voilà. Donc, vous trouverez ici la carte des croisières. Il y a plusieurs différentes croisières qui se font à El Calafate. Donc, en général, nous recommandons d'arriver le premier jour, ils vont visiter le Perito Moreno et ensuite faire une excursion complémentaire en estancia ou une croisière pour voir d'autres aspects de la région des glaciers. Donc, comme vous voyez, beaucoup de croisières recoupent les mêmes itinéraires. C'est pour ça qu'il est important de bien définir les envies de vos passagers, le budget et ce qu'ils veulent voir exactement. Donc, un exemple de croisière très connue, c'est celle qui s'appelle Todos Glaciares, tous les glaciers, où ils vont passer la journée sur le bateau avec, à midi, un désembarquement au refuge Pegazzini. C'est une croisière qui opère toute l'année, indépendamment du climat, et qui offre une vue très globale de la région des glaciers en naviguant tout le long des lacs et des différentes rivières. Voilà. Une autre excursion très connue est Glacier Gourmet. C'est à la journée complète également, c'est toute l'année. À la différence de la croisière précédente, les passagers mangent à bord du bateau et avec vue sur le glacier Spegazzini et ils finissent l'excursion en passant devant le glacier Perito Moreno, alors que l'autre croisière n'offre pas la vue sur le Perito Moreno. Voilà. Quelques images. Une croisière relativement originale de la région est la croisière Santa Cruz, qu'on appelle l'Esprit des glaciers. Elle se fait en 2 jours, 1 nuit ou 3 jours de nuit, où l'itinéraire les emmène un peu partout dans les lacs de la région, où ils vont débarquer et embarquer dans plusieurs endroits avec quelques randonnées faciles d'accès. Et cela va leur offrir vraiment des vues loin du tourisme massif que peut connaître la région, avec des moments relativement exclusifs face à la nature. Là, quelques images. Voilà. Alors, une des estancias les plus connues de la région serait l'Estancia Cristina. Elle se fait en une journée complète, la visite, et elle offre 4 options. C'est-à-dire que quand on va passer la journée à l'Estancia Cristina, nous avons 4 possibilités de visite de cette estancia. Il faut savoir que les estancias en Argentine sont très grandes et demandent du temps pour visiter, car les terrains sont immenses. Donc, c'est une excursion qui est disponible de octobre à avril, l'hiver n'étant pas accessible. Pour rejoindre l'Estancia Cristina, il faut prendre le bateau, c'est une croisière de 1h30, 2 heures.
Et une fois qu'on a rejoint l'Estancia Cristina, c'est là que les 4 différentes options interviennent. Donc, on a Estancia Cristina classique, où les passagers vont visiter la cascade Los Perros, le musée de l'Estancia et ensuite les installations de l'Estancia historique. Et vont passer le reste de la journée à l'Estancia. Ensuite, on a ce que nous recommandons le plus est l'Estancia Cristina Discovery, où quand les passagers arrivent, ils visitent le musée, l'Estancia historique, et ensuite, ils embarquent dans un 4x4 pour aller voir le belvédère du glacier Uppsala. Le glacier Uppsala n'est observable que depuis cet endroit, car les terrains appartiennent à l'Estancia Cristina, et c'est donc pour ça qu'on recommande vraiment cette excursion, car ça offre vraiment des paysages exclusifs. Ensuite, on a l'option Estancia Cristina Canyon des Fossiles, qui est une option un peu plus active, avec une randonnée de 14 km dans la gorge des Fossiles. Et l'Estancia Cristina Randonnée équestre, qui est aussi une option un peu plus active, où les passagers vont partir la moitié de la journée en randonnée équestre dans la vallée. Voilà. Une autre estancia que nous recommandons fortement, c'est l'estancia Nibepo Hike. C'est une excursion qui se fait à la demi-journée ou à la journée complète. Les passagers peuvent faire du cheval, participer à la tonte, visiter les lieux. Et comme vous voyez, l'estancia se trouve au bord du lac avec des vues exclusives et imprenables des glaciers qui sont en face. Voilà. À El Calafate, nous avons également quelques options de demi-journée pour les passagers quand ils arrivent ou qu'ils repartent. Donc, s'ils ont un vol le soir ou ils arrivent tôt le matin, on peut leur offrir quelques excursions à la demi-journée. Par exemple, le Safari Experience, qui est une visite de la nature qui entoure le village de El Calafate avec observation de la faune et de la flore. Donc, par exemple, en bas à gauche, vous avez des guanacos, qui sont des espèces de lamas, de la même famille que les lamas, mais de la Patagonie. Voilà. Ou encore le Nativo Experience, où les passagers vont visiter des caves où se trouvent des peintures rupestres des premiers peuples locaux. Voilà, qui peut se faire le matin ou le soir. Et un complément que nous recommandons également à la visite du Perito Moreno est le musée Glaciarium, qui est un musée de glaciologie, un des seuls au monde. Et cela complète très bien la visite du glacier Perito Moreno, car on en apprend beaucoup plus sur les glaciers, le champ de glace sud, qui recouvre toutes les Andes sud. Donc c'est très bien pour les passagers qui veulent avoir un peu plus de détails. Voilà. El Calafate, comme c'est une destination culturelle, historique et touristique, offre bien sûr des spécialités culinaires spécifiques, ce qu'on appelle l'asado patagon. Donc, c'est l'agneau qui prédomine dans cette gastronomie. Et donc, on le fait comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite, on écartèle l'agneau et on le fait cuire au feu de bois pendant des heures et des heures avant de le déguster. Voilà. El Chalten. El Chalten, c'est connu comme la capitale nationale de la randonnée. C'est accessible d'octobre à avril et c'est à peu près 3 heures de route en transfert ou en bus depuis El Calafate. Là, ce qu'on voit sur la photo, c'est le Cerro Fitzroy qui est très très connu dans le monde des randonneurs. Voilà. Donc c'est une destination active. C'est un petit village touristique mais saisonnier, mais c'est également accessible pour les gens qui ne souhaitent pas faire de la randonnée. Il y a plusieurs paysages tout à fait accessibles pour ceux qui veulent faire 1 heure ou 2 heures de marche maximum. Une des randonnées les plus emblématiques de la région est la Laguna de los Tres, ici, qui est une randonnée très exigeante. Ou encore, par exemple, une des randonnées peu exigeantes, Chorizo del Salto, qui est accessible en 2 heures de marche depuis El Chalten, sans dénivelé. Ici, vous avez le glacier Caliero, qui est c'est beaucoup plus actif. Ça demande de faire un peu de via ferrata et de randonnée glaciaire. Et ici, par exemple, le Lago del Desierto, qui est un de mes endroits préférés de El Chalten. C'est accessible en voiture via un chemin de gravier et on peut y passer la journée, faire une petite excursion en bateau, atteindre une réserve avec des randonnées faciles ou décider de ne pas randonner et de rester sur place juste profiter de la nature. Voilà. Donc ensuite, la seconde destination en Argentine, en Patagonie argentine, serait Ushuaia, une des plus connues également, comme la fin du monde. Ce sont les terres les plus australes au monde, qui se situent face à l'Antarctique. Voilà. Ici, vous avez une photo du phare Les Éclaireurs. Donc,
Ushuaia se situe sur la grande île de Tierra del Fuego, la Terre de Feu. Et pour le rejoindre, il faut prendre l'avion ou depuis Buenos Aires, El Calafate ou Puerto Madryn, ou alors arriver en bus depuis Punta Arenas, qui est la ville patagone par excellence du Chili. Donc, Ushuaia est connu comme étant la fin du monde et c'est également la porte vers l'Antarctique. C'est une destination de croisière, étant donné qu'il y a beaucoup de croisières qui partent de Buenos Aires ou de Montevideo et qui s'arrêtent à Ushuaia, ou encore beaucoup de croisières qui partent depuis Ushuaia pour aller en Antarctique ou pour remonter vers le Chili par la suite. C'est depuis Ushuaia qu'on peut visiter le parc national de la Terre de Feu et c'est une destination parfaite pour la vie sauvage où on peut observer les pingouins, les otaries et les lions de mer. C'est un ancien bagne, donc il y a un aspect historique fort à Ushuaia, et c'est également un centre de sport d'hiver. Par exemple, c'est là où l'équipe de France de ski de fond va s'entraîner en juillet-août, étant l'hiver à Ushuaia en juillet-août. Comme c'est une destination qui a beaucoup à offrir, on recommande 2 ou 3 nuits minimum, et elle comporte 2 hautes saisons, la haute saison estivale d'octobre à avril, et la haute saison hivernale avec les sports d'hiver de juin à septembre. Voilà. Donc les visites principales à Ushuaia, la première étant le parc national de la Terre de Feu, elle peut se faire en une demi-journée et cela se visite toute l'année. Donc c'est un parc relativement sauvage et très bien préservé. C'est là où allaient les anciens prisonniers pour couper du bois et chauffer l'entièreté de la ville d'Ushuaia. Donc ici vous avez une petite carte du parc. Voilà. Donc ce qu'on voit durant cette excursion d'une demi-journée principalement et le plus connu étant la baie La Pattaya. Voilà, le lago Asigami, ou anciennement appelé Roca. Et une option que l'on peut prendre dans le parc est le train du bout du monde, qui est l'ancien train qui a mené les prisonniers depuis Ushuaia jusque dans le parc et qui maintenant se prend à l'entrée du parc national. C'est une option qui dure 1 heure avec différentes classes, de la première à la plus exclusive, la premium, qui peut comprendre un repas. Et les passagers traversent une partie du parc et ont accès à des vues un peu différentes de ce qu'on peut faire en véhicule. Voilà. Il y a plusieurs options pour visiter le parc. Il y a les options plus classiques et des options plus actives avec randonnée, kayak, canoë sur les différentes baies. Voilà. Par exemple ici. Ensuite, une autre excursion classique de la ville d'Ushuaia est la visite de la ville avec les 2 musées. Donc le musée Presidio, qui est l'ancienne prison où on visite les installations, et le musée du bout du monde où on en apprend plus sur les chamanas, qui sont les populations locales, et la faune locale qui est très particulière. Alors, à Ushuaia, il est classique de faire le matin la visite du parc national et l'après-midi une croisière sur le canal de Beagle. Vous trouverez ici toutes les différentes croisières disponibles. Elles se décuplent en plusieurs options selon ce que les passagers veulent voir et leur budget, bien sûr. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais il faut surtout retenir qu'il y a la croisière classique où on va passer sur le canal de Beagle qui dure 2-3 heures, parfois 5 heures selon l'option choisie, où les passagers vont aller jusqu'à l'île des lions de mer. On va observer donc les otaries et des lions de mer, l'île des cormorans et le phare Les Éclaireurs avant de rentrer à Ushuaia. Et ensuite, il y a l'option canal de Beagle avec les pingouins où on va aller jusqu'à l'Estancia Aberton. Et donc, on pourra observer les pingouins. Il y a encore une fois plusieurs options. Une option qui permet de descendre sur l'île Martichaut, qui est là où se trouvent les pingouins, et d'aller marcher avec les pingouins, ou les options où on va observer les pingouins depuis le bateau. Voilà. Ça, c'est une photo de l'Estancia Aberton, qui est l'estancia touristique. Voilà, Estancia Aberton vue du ciel. Et un exemple d'observation de pingouins depuis l'embarcation. Voilà, l'île Martichaut. Alors, ensuite, une fois qu'on a exploré ces visites plus classiques, la Terre de Feu a des paysages très sauvages à offrir et très particuliers. Il faut savoir que cette partie de la région est une immense tourbe parce que c'est des anciennes vallées glaciaires. Et donc, on a un paysage et une faune très particulières. Une des excursions un peu originales qu'on aime offrir, c'est le 4x4 hors des sentiers battus, où ils vont prendre un 4x4 et aller à l'intérieur des terres, donc passer la cordillère des Andes, aller à l'intérieur des terres et longer le lac Fagnano. Voilà, avec, cela inclut souvent un déjeuner au milieu de la nature.
Encore d'autres excursions actives, la randonnée à la Laguna Esmeralda étant la plus connue. Il y a également la Laguna Turquesa. Il y a plusieurs glaciers à explorer. Voilà, donc, par exemple, ou encore d'autres excursions actives, faire du canoë sur le canal de Beagle jusqu'à l'île Gablé. Et ça, c'est une photo de l'arbre drapeau parce qu'il y a tellement de vent dans cette région que les arbres sont en totalité penchés. Voilà. Donc, comme vous voyez, à Ushuaia, il y en a aussi bien pour le tourisme culturel que actif et historique. Donc, la gastronomie, la spécialité locale de Ushuaia, c'est la santosha. Donc, c'est une grosse araignée de mer et nous proposons une excursion où les passagers peuvent aller la pêcher eux-mêmes ou observer une pêche s'ils ne souhaitent pas et ensuite la déguster. Voilà. Donc, je vais maintenant passer au nord de la Patagonie argentine avec une destination relativement connue, Bariloche. Bariloche étant la terre des lacs. Donc, comme vous voyez, c'est le long de la cordillère des Andes à la frontière avec le Chili. Voilà. Comment rejoindre Bariloche? Donc, Bariloche a un aéroport national qui reçoit des vols depuis Buenos Aires et El Calafate tous les jours. Ensuite, on peut également rejoindre Bariloche par la route depuis différentes villes d'Argentine, Esquel, San Martín de los Andes, et depuis Puerto Varas qui se situe au Chili. Donc, c'est également une destination comme El Calafate qui permet de faire des combinés Argentine-Chili très facilement. Donc, c'est situé dans le nord de la Patagonie. Donc, on va avoir un climat et des paysages relativement différents de ce qu'on peut observer à Ushuaia et El Calafate. Et c'est connu pour être la région des lacs avec des lacs gigantesques, très différents de ce qu'on peut connaître en Europe, pas si différents de ce qu'on peut connaître au Canada au final. C'est une destination d'aventure et c'est également un centre de sport d'hiver. C'est une destination historique qui était une ancienne colonie allemande et suisse-allemande, donc avec beaucoup d'aspects culinaires et historiques de ces régions du monde. C'est, comme je disais, une destination de sport d'hiver et donc on a deux hautes saisons. La haute saison estivale, de octobre à avril, pour tout ce qui sera découverte de la région et autotour par exemple. Et ensuite la haute saison hivernale pour les sports d'hiver de juin à septembre. Comme c'est une très grande région qui se prête très bien aux autotours, on recommande un minimum de 2 à 3 nuits, voire plus. Voilà, donc les visites principales de la région de Bariloche. Ici, vous avez une carte de toutes les visites. Donc, je vais les faire une par une ensuite en photo. La première étant le petit circuit qui part de Bariloche et qui fait une demi-journée. Donc, les clients vont visiter la péninsule de Chao Chao avec quelques descentes, possibilités de marcher et monter jusqu'au Cerro Campanario, qui est une colline qui surplombe la région et qui offre cette vue sur les lacs. Voilà. Donc ça, c'est la péninsule de Chao Chao. Et ici, la vue depuis le Cerro Campanario. Ils prennent le téléphérique et ils arrivent en haut. Voilà. Ensuite, une autre excursion très classique de Bariloche, c'est le grand circuit où les passagers vont remonter au nord de Bariloche, passer par Vicha Traful, qui est un petit village au bord du lac Traful, comme on voit ici, passer par la vallée enchantée, qui offre un paysage tout à fait différent de ce que le reste de la région a, et redescendre par Vicha la Angostura, qui est un petit village au bord du lac Nahuel Huapi. Une des croisières les plus connues de la région serait la croisière à l'île Victoria et à la forêt d'Arachanes. Les Arachanes sont des arbres qu'on pourrait comparer à nos mûriers, nous. Donc, il y a une île recouverte entièrement de cette forêt. C'est une excursion à la journée complète et qui offre de superbes vues sur toute la région car les bateaux empruntent un itinéraire le long des lacs de Bariloche avec différentes vues sur toute la région et les montagnes qui l'entourent. Voilà, par exemple. Et une autre excursion donc, serait la route des 7 lacs jusqu'à San Martín de los Andes. San Martín de los Andes, c'est un village au nord de Bariloche. Donc, pour le rejoindre, il faut emprunter la route des 7 lacs, qui est très pittoresque, avec de superbes vues sur les différentes montagnes et lacs de la région. C'est une excursion qui opère toute l'année et qui se fait à la journée complète. Donc, et enfin, une excursion que nous recommandons fortement pour nos passagers qui font des combinés Argentine-Chili, et cela évite de prendre un vol supplémentaire, c'est la traversée des lacs depuis Bariloche jusqu'à Puerto Varas au Chili, ou l'inverse, elle fonctionne dans les deux sens. C'est une excursion qui peut se faire à la journée ou encore sur 2 jours avec une nuit à Puerto Blest au milieu. Je vais vous montrer la carte. Donc, comme vous voyez, on part de San Carlos de Bariloche, on prend le bus jusqu'à Puerto Panuelo. Ici, on embarque jusqu'à Puerto Blest. Ensuite, ils descendent à Puerto Frias. Ils reprennent le bus jusqu'à Peucha, Peucha se trouvant déjà en Argentine.
Ils reprennent un bateau jusqu'à Petrohue et ensuite ils finissent à Puerto Varas. Ils visitent, ils sont accompagnés tout le long du guide du bateau, des différents bateaux, et les passagers visitent les différentes attractions touristiques en chemin toute la journée. Donc c'est une manière ludique de changer de destination. Voilà quelques vues, par exemple le volcan Osorno qui est visité à la fin de l'excursion, ou encore le lago Frias au milieu de la journée. Voilà. Donc Bariloche, comme je disais, est une destination parfaite pour des excursions actives, avec du mountain bike, du kayak, du rafting, du canoë, des randonnées, des trekking de plusieurs jours en itinérance, et c'est également une destination de pêche. Voilà. C'est un centre de sport d'hiver, aussi bien à Bariloche qu'à San Martín de los Andes. Et c'est une destination avec des offres culinaires importantes, étant une ancienne colonie culturelle suisse-allemande, qui donc connue pour son chocolat, sa bière et sa très bonne viande. Voilà. Donc, je vais maintenant passer à la dernière destination que je vais présenter sur la Patagonie argentine, Puerto Madryn. Puerto Madryn se trouve également au nord de la Patagonie, mais offre un paysage très très différent du reste de la Patagonie, car situé le long de l'Atlantique. Voilà. Donc, Puerto Madryn, c'est la région des baleines et des pingouins. Donc, comment rejoindre Puerto Madryn? Depuis l'aéroport de Trelew, avec des vols directs depuis Buenos Aires, Ushuaia et El Calafate en saison. Buenos Aires tous les jours, Ushuaia et El Calafate durant la haute saison. Et c'est une destination saisonnière, car les animaux n'y sont pas tout le temps. Donc, les baleines sont présentes de juillet en décembre et les pingouins de septembre en mars. Excusez-moi, je viens de voir qu'il y a une erreur, une faute d'orthographe à septembre. Voilà. Donc, comme c'est une destination saisonnière, il faut bien voir à quelle époque vos passagers veulent visiter Puerto Madryn pour voir si ça vaut le coup. C'est la destination par excellence pour les passagers qui aiment l'observation de la flore et de la faune. C'est une destination d'aventure et c'est également une destination de croisière. Nous recommandons un minimum de 2 à 3 nuits car les distances sont très grandes entre la péninsule de Valdés, Puerto Madryn et les différentes attractions touristiques. Les visites principales à Puerto Madryn. Donc, comme vous voyez, vous avez la ville de Puerto Madryn et ensuite, il faut prendre un véhicule pour aller jusque dans la péninsule de Valdés où se trouvent la plupart des colonies de baleines, de pingouins et de lions de mer, ou encore descendre dans le sud de Trelew pour aller voir la plus grande colonie de pingouins d'Amérique, qui s'appelle Punta Tombo. Donc, quelques images de une journée complète à la péninsule de Valdés. Donc, c'est une excursion qui se fait à la journée et on visite le sud ou le nord de la péninsule de Valdés avec, par exemple, ici la réserve de Punta Delgada et ses colonies de lions de mer. Et par exemple, au nord de la péninsule, nous avons l'Estancia San Lorenzo avec ses colonies privées de pingouins. Voilà. Depuis le village de Puerto Piramides, qui se trouve en chemin entre la péninsule de Valdés et Puerto Madryn, on peut prendre une croisière d'observation des baleines, qui est une option qui dure seulement 2 heures, et donc qui se combine très bien avec une journée complète à la péninsule de Valdés, et qui opère de juillet à décembre. Voilà, quelques photos. Et ensuite, une des excursions principales de Puerto Madryn également, c'est une journée complète à Punta Tombo, qui est la plus grande colonie de pingouins d'Amérique, du continent américain. Ça se trouve au sud de Puerto Madryn et comme les distances sont un peu grandes, ça se fait à la journée. Les pingouins étant présents de septembre à mars, c'est la saison idéale pour y passer la journée. Comme vous voyez, il y a des milliers de spécimens. Voilà. Comme Puerto Madryn est une destination animalière, on organise plusieurs différents safaris et donc ici, c'est un exemple d'un des lodges qui organise des safaris, qui s'appelle El Pedral et qui se situe au sud de Puerto Madryn. C'est quelque chose qu'on peut faire à la journée complète ou encore dormir au lodge. Voilà. Donc, quelques excursions un peu plus originales, faire de la plongée avec les otaries, du kayak avec les baleines et les otaries pour des passagers un peu plus actifs. Voilà, les safaris baleines où on passe la journée à la recherche de baleines. Et voilà. J'en ai fini avec la Patagonie. Je vais maintenant passer à d'autres destinations qui sont très contrastées et différentes par rapport à ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Donc, une des destinations principales et qui fait fureur auprès de notre marché francophone est Salta, donc ce qu'on appelle le NOA, le nord-ouest argentin.
c'est une destination qui est très grande. Donc, pour s'y rendre, il faut arriver à l'aéroport de Salta, donc avec des vols quotidiens depuis Buenos Aires, Iguazú, Cordoba ou Mendoza, ou encore à l'aéroport de Jujuy, qui a des vols quotidiens depuis Buenos Aires. C'est également une destination qui se combine très bien avec le Chili ou la Bolivie. Et donc, si on arrive du Chili ou de Bolivie, on prend le bus direct depuis Atacama ou depuis Ushuaia. Voilà. Donc, comme je disais, on l'appelle le NOA, Nord-Ouest argentin. C'est une destination qui fait un combiné facile avec le Chili et la Bolivie, mais également avec Iguazú et Mendoza, car il y a des vols directs. C'est une destination qui offre un paysage totalement différent de ce qu'on peut trouver en Europe, avec des déserts, des gorges, des canyons, la Chunga. La Chunga, c'est une jungle typique de la région, et des déserts de sel. C'est une destination qui, culturellement, a su conserver les mœurs et coutumes de ses populations d'origine. Donc, on a une gastronomie et une histoire différente du reste de l'Argentine qui est fortement mise en avant. C'est une destination parfaite pour le tourisme historique et culturel, pour le tourisme d'aventure et également pour les fanatiques de vin, car c'est une région viticole importante de l'Argentine. Étant une grande région, nous recommandons environ au minimum 3 ou 4 nuits sur place. Et c'est une région qui se visite toute l'année, en sachant que la saison des pluies est de décembre à mars et certaines attractions touristiques ne sont pas forcément accessibles durant la saison des pluies, mais c'est quand même visitable pendant cette période. Donc, les visites principales. Le City Tour, la visite de la ville à pied, nous recommandons. C'est une ville coloniale très agréable à visiter, qui préserve très très bien ses bâtiments. C'est une visite environ d'une demi-journée, on passe dans les rues de Salta et en général on finit avec le musée de haute altitude et haute montagne, où sont préservées les momies de Lulalaiko. Voilà. Donc, une des destinations principales de la région de Salta sera Cafachate et Cachi, qui se trouvent au sud de Salta. Je vous ai mis une carte pour que vous vous rendiez compte. Donc, nous avons Salta ici, et au sud de Salta, nous découvrons Cafachate, qui est une région viticole, et Cachi ici, au nord de Cafachate. Donc, on peut faire des excursions à la journée à Cafachate depuis Salta ou à Cachi depuis Salta, mais nous recommandons des circuits de 2 à 3 jours avec nuit à Cachi et Cafachate pour bien découvrir toute la région sud de Salta. Voici quelques photos de ce qu'on voit en chemin, donc la Garganta del Diablo, qui est située dans la Quebrada de las Conchas entre Salta et Cafachate. D'autres photos de la Quebrada de las Conchas. À Cafachate, on visite des vignobles. Donc, Cafachate est une région viticole d'altitude avec une production de vin Torontes, donc du vin blanc. Voilà, donc sur place, on visite le musée du vin et de la vigne et au moins un vignoble avec dégustation de vin. Ici, c'est une photo de la Cuesta del Obispo. Donc, Cuesta veut dire côte en espagnol, donc ça monte. Comme vous pouvez voir, on a une vue très générale sur toute la région et c'est encore une faune et une flore très différentes de ce qu'on a pu voir dans les photos précédentes. Ça se trouve entre Salta et Cachi. Donc, vous voyez, ça se combine très bien avec Cafachate, offrant un contraste assez important. Voilà, une photo d'un éductour avec Eurotour. Le parc national Los Cardones. Les Cardones sont des cactus qu'on peut voir dans la photo en bas à gauche. Donc, ce parc se situe entre Salta et Cachi. Cachi est un petit village historique très traditionnel, producteur de poivrons. Donc, on y recommande ou d'y passer à la journée et de déjeuner et continuer sur Cafachate, ou d'y dormir au moins une nuit dans un des hôtels. Voilà. La Quebrada de las Flechas, qui se trouve entre Cachi et Cafachate, qui offre un paysage encore une fois très différent, avec une érosion du vent très importante dans les gorges. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a visité le sud de la région, nous recommandons de passer une nuit à Salta et de continuer avec le nord de la région de Salta, donc dans la région de Jujuy, avec les villages de Purmamarca, la Quebrada de Humahuaca et les Salinas Grandes. Donc, étant plus haut en altitude, cette partie touristique, nous recommandons d'abord de visiter la partie sud de Salta pour s'adapter un petit peu à l'altitude et ensuite visiter les parties nord. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. Salta se trouve ici et nous remontons toute la Quebrada jusqu'à Humahuaca.
voici ce qu'on peut voir lors du séjour. Donc, de la même manière que nous recommandons de visiter la partie sud en 2 ou 3 jours, ceci peut se faire en une journée depuis Salta, mais ce sont des grosses journées et nous recommandons de faire sur 2 ou 3 jours avec nuit à Purmamarca et San Antonio de los Cobres. Donc, à Purmamarca, qui est un petit village du cœur de la Quebrada, on trouvera la colline aux 7 couleurs, qui est une attraction touristique importante. Voilà le type de paysage qu'on peut trouver. Et également un marché artisanal avec beaucoup de tissus indigènes spécifiques. L'ordre local, qui est la colline aux 14 couleurs, c'est une excursion optionnelle qu'on rajoute à la Quebrada de Mahuaca et qui offre une vue prenante sur toute la région. La Cuesta de Lipan, qui est une des routes qu'on prend pour se rendre aux Salinas Grandes depuis Purmamarca, et les Salinas Grandes depuis Purmamarca. Voilà. Et alors, un des villages également à visiter depuis Salta est San Antonio de los Cobres. On peut le visiter depuis Salta la journée, mais encore une fois, nous recommandons de faire un circuit combinant Salta, San Antonio de los Cobres, Purmamarca. C'est un ancien village minier et on y trouve le fameux train au nuage avec le viaduc de la Polvoricha. Le train au nuage peut se prendre depuis San Antonio de los Cobres et c'est un trajet qui dure 1 heure jusqu'au viaduc et un retour à San Antonio. Pour les passagers qui ne veulent pas le prendre, nous les emmenons jusqu'au viaduc pour qu'ils puissent observer cette œuvre d'ingénierie qui est relativement impressionnante. Et ensuite, retour à Salta. Voilà. Donc, Salta est une destination historique avec beaucoup d'aspects culturels, mais également d'aventure. Nous organisons des randonnées avec les lamas, des randonnées équestres, des randonnées pédestres, du VTT, des ascensions parce que nous avons c'est un accès à la Puna. La Puna est une région très sauvage de haute altitude, des plateaux andins. C'est une destination gastronomique et de vin qui se combine très bien avec la région de Mendoza, qui est une autre région viticole argentine, que je vais maintenant présenter. Donc, Mendoza se trouve au sud de Salta, en face de Santiago del Chile et au pied de la cordillère des Andes. Voilà. C'est une région viticole et d'altitude, car c'est là que nous avons le mont Aconcagua, étant le 2e sommet le plus haut au monde. Donc, comment rejoindre Mendoza? Depuis Buenos Aires, Salta ou Cordoba en avion. Il y a également des vols directs depuis Santiago, c'est des vols qui durent 1 heure, ou depuis Lima. Depuis Santiago, on peut également rejoindre Mendoza en bus. C'est un trajet qui dure 1 journée environ et c'est très joli car on traverse les Andes et les hauts plateaux avec des vues vraiment impressionnantes sur tout ce que les Andes ont à offrir. Voilà. Donc Mendoza se trouve dans la région du Cuyo, qui est une région viticole, et c'est un combiné facile avec le NOA, donc le nord-ouest argentin, qui est la région de Salta, et Santiago de Chile. C'est une région viticole de renommée mondiale, productrice de Malbec, destinée au tourisme gastronomique et également au tourisme d'aventure qui souhaitent faire des expéditions en Aconcagua. Comme c'est une grande région avec beaucoup à visiter, nous recommandons également 3 ou 4 nuits minimum. Et c'est une région qui se visite toute l'année, en sachant que l'hiver, il fait froid car nous sommes dans les Andes. Les vendanges se font de février à mars. Voilà. Les visites principales, donc les tours des vignobles, ils peuvent se faire à la demi-journée ou à la journée complète, avec 2 ou 3 vignobles et un déjeuner dans un des vignobles. Comme vous pouvez voir, il y a 3 régions viticoles principales à Mendoza, qui sont visitables depuis la ville de Mendoza. Donc au sud-est, nous avons Maipú, au sud-ouest, Luján de Cuyo, et ensuite la Valle de Luco, qui est beaucoup plus grande et un peu plus loin pour visiter. Donc, les combinaisons, en général, on va essayer de mettre 2 ou 3 vignobles de la même région pour que les passagers puissent découvrir différents vins et les particularités de chaque région. Voilà. Ici, vous avez une photo, par exemple, la photo principale est de Cavas, qui est un wine lodge de la région de Mendoza. Voilà, des photos de la région de Luján de Cuyo. On peut également organiser des visites de vignobles un peu plus originales et différentes, faire du VTT dans les vignobles, faire des randonnées équestres ou encore des cours de cuisine avec des chefs locaux, faire les vendanges, apprendre à cueillir le raisin. Et ce que nous recommandons en général, c'est que les passagers passent au moins 1 nuit dans un des lodges vignobles, producteurs de vin d'une des 3 régions. Nous avons une offre très complète avec des catégories du 3 à 4 étoiles au lodge de luxe. Donc, on en a pour tout type de niche et de marché.
C'est une destination gastronomique haut de gamme avec plusieurs chefs de renommée mondiale comme Francis Lalanne par exemple. Voilà. Et donc maintenant je vais vous présenter les quelques excursions qui diffèrent des visites de vignobles. Celle-ci est une excursion à la journée qui s'appelle Haute Montagne où les passagers prennent le bus. Ça ne requiert absolument aucune expérience physique et aucune exigence physique. Les passagers prennent un transfert privé ou un bus et vont visiter les différents attractifs touristiques qui se situent dans les Andes depuis le départ de Mendoza. Donc ils passent par Villavicencio, ensuite ils arrivent à Uspallata qui est un point touristique important. Ensuite, ils arrivent à Penitentes et ils arrivent jusqu'au Cristo Redentor et redescendent à Mendoza. Voici une photo par exemple du pont de l'Inca et du Cristo Redentor. Voilà, Uspallata, avec ses vues prenantes. Donc, comme je le disais, Mendoza est aussi une destination pour le tourisme d'aventure avec du kayak, du rafting, des randonnées équestres et des randonnées sur plusieurs jours pour atteindre le mont Aconcagua. Voilà. Donc, je vous ai remis une carte des différentes régions et climats qu'on peut trouver en Argentine, car très contrastée, et il y en a vraiment pour tout le monde. C'est une destination qui s'adapte à tout type de passagers et qui se combine très bien avec le Chili, le Pérou, la Bolivie. Voilà. Je vous laisse ici nous suivre sur les réseaux. Nous sommes présents sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube où vous pourrez retrouver toutes nos présentations comme celle-ci. Voilà. Et alors, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Je vais ouvrir le chat. Alors. Voilà. Je vous rappelle que nous sommes, oui, j'ai un peu oublié de vous présenter ça au début, nous sommes une entreprise locale de Buenos Aires avec plusieurs départements. Nous avons le département commercial avec des représentants dans le monde entier. Moi, je suis située en France et je m'occupe un peu de toute l'Europe, mais nous avons également des représentants au Canada, aux États-Unis, en Asie. Donc, nous nous adaptons bien sûr à vos demandes et à vos passagers. Au sein de nos bureaux, nous avons un département groupe, un département MICE, un département TaylorMade. Merci, Luciane. Donc voilà, nous avons des experts bilingues et trilingues parfois qui s'adaptent à vos demandes, qui pourront tout aussi bien faire des itinéraires pour vos passagers de groupe, pour vos clients de groupe, que vos individuels qui cherchent des expériences différentes. Nous proposons des autotours, des services à la carte et sur mesure, et également des GIR, donc des départs garantis pour les plus petits budgets qui veulent quand même voyager. Il en faut pour tout le monde, bien sûr. Merci, Juan. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver cette présentation sur YouTube d'ici quelques instants. Alors, l'Ornocal est relativement haut en altitude. Il se trouve à 3400 mètres. Donc, ça dépend bien sûr de la condition physique de chacun. Honnêtement, il y a des gens qui n'ont pas une très bonne condition physique et qui n'ont eu aucun souci d'altitude et d'autres qui sont jeunes, actifs et qui ont senti l'altitude. Nous recommandons de le faire par étapes, c'est-à-dire, comme je disais, de d'abord visiter la partie sud de Salta et il s'adapte petit à petit à l'altitude et ensuite de faire voilà, pour Mamarca, Quebrada de Humahuaca et ensuite l'Ornocal. Voilà. Alors, le point de vue depuis le parking où on gare les véhicules, les passagers peuvent rester là ou alors ensuite, ils ont l'option de descendre une pente assez raide qui, à la descente, ne pose aucun souci, mais c'est à la remontée où on le sent assez fort pour arriver jusqu'à un autre point de vue. Mais le point de vue, les photos qu'on a vues sont depuis le parking. Hein.
Donc, la vue est accessible tout de suite. Ils ne sont pas obligés de faire le petit sentier. C'est un sentier de 300-400 mètres, pas beaucoup plus, mais c'est pour le remonter que c'est un peu plus exigeant physiquement. Je t'en prie. N'hésitez pas à nous recontacter par la suite. On vous enverra un petit mail récapitulatif. Mais n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez plus de questions sur certaines régions ou des points qui n'ont pas été assez clairs pour vous. Oui, c'est des raviolis. Alors, c'est des empanadas, Jonathan, qui avec la peau est pas encore cuite, donc la pâte est pas encore cuite, donc c'est un peu transparent. Mais c'est des empanadas typiques. Merci, Valérie. Avec plaisir. Et oui, Brigitte. On a hâte de pouvoir enfin recevoir nos passagers très très vite et dès que possible.